Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet et si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez que fin avril, le 30 avril exactement, j'ai semé quelques grains de maïs dans ces carrés potagers qui sont derrière moi. Et donc aujourd'hui, nous sommes à peu près 80 jours plus tard et nous allons récolter les premiers épis de maïs doux. Avec le maïs doux, il se récolte pas tout à fait à maturité. Il se récolte environ 3 semaines après la floraison. Donc ces plants de maïs ont fait leur floraison femelle, c'est-à-dire la floraison qui pousse sur le côté des maïs, alors que la floraison qui est en haut, c'est la floraison mâle. Donc ils ont fait leur floraison femelle vers le 25 juin. Et pour récolter le maïs doux à maturité, pour éviter qu'il soit trop farineux, on le récolte 3 semaines après. Donc 25 juin plus 3 semaines, ça fait, bon, c'est autour du 12-13 juillet. Aujourd'hui on est le 17, j'ai fait un peu plus parce que j'ai regardé, vous allez voir qu'on peut vérifier si c'est vrai ou pas. Et donc on les récolte maintenant pour avoir de bons maïs bien sucrés à déguster, éventuellement au barbecue, bouilli avec du beurre. Il y a tout un tas de recettes. D'ailleurs, dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra ensemble toutes les préparations, toutes les recettes qu'on peut faire à partir du maïs, alors que ce soit du maïs jeune, du maïs doux, du maïs à maturité avec de la farine, enfin tout ce qu'on peut faire avec le maïs. On verra ça dans la deuxième temps de cette vidéo avec mon ami Jean qui nous donnera tous les détails. Et puis, donc, vous voyez que le maïs, c'est une culture assez facile. Hein, j'ai quasiment rien fait sur cette culture. Regardez à quoi ressemble cette parcelle il y a donc 80 jours. Vous voyez, ça ressemble à ça, il n'y avait rien. J'ai donc semé une vingtaine de grains de maïs. Et aujourd'hui, donc 80 jours plus tard, on a des plants prêts à récolter et on va pouvoir se régaler. On voit donc tout de suite à quoi ressemble ce petit épi de maïs qu'on récolte aujourd'hui. Voilà donc le premier épi qu'on va récolter aujourd'hui. Alors, il faut savoir que c'est une variété de maïs doux précoce, donc c'est pour ça qu'elle est prête aussitôt dans la saison. C'est la variété Spirit qui donne un maïs sucré mais sans être trop sucré. Et donc pour être sûr de savoir qu'on peut le récolter, donc on attend 3 semaines après la floraison. Et puis à partir de 3 semaines, en général les soies ici commencent à brunir un peu, ce qui était le cas, je les ai enlevés. Et puis pour être sûr quand même, on va déshabiller un petit peu l'épi et vérifier si les grains sont bien colorés. Alors là c'est une variété qui n'est pas hyper jaune, qui a un jaune très clair, un jaune crème un petit peu. Et là, vous voyez que là, on voit que les grains sont un petit peu jaunes. Donc, il faut connaître déjà la couleur de la variété au départ. Mais là, on voit que les grains sont à peu près de bonne couleur. Et donc, on va pouvoir récolter comme ça. Et alors, il suffit simplement de tirer un peu sur l'épi. Voilà. Et donc, on a un petit épi très sympathique. On va pouvoir défaire les spates qui sont là. Et vous voyez qu'on a quand même un joli épi. Alors, évidemment, si vous voulez faire des semences avec le maïs, qu'il soit doux ou pas, il faut le laisser aller jusqu'à maturité. Donc cet épi-là, si je l'avais laissé aller jusque mi-octobre, fin octobre, hein, en général c'est oui, vers la fin octobre, les grains qui sont là se seraient tout fripés parce que l'eau qui est à l'intérieur se serait un petit peu évaporée et donc ça aurait fait friper les grains, se seraient devenus assez fripés. Donc c'est pas un signe que les graines se sont abîmées, c'est normal, hein, le maïs doux a toujours des graines fripées. Et là, en fait, on profite du fait que à ce stade-là, les grains sont remplis de sucre, alors que si on attend encore un peu plus, ça va se transformer en amidon, et l'amidon c'est beaucoup plus farineux, c'est beaucoup moins agréable à manger. Et là, vous voyez qu'on a un joli petit épi, tout à fait sympathique. Alors on peut le faire griller sur le barbecue en remettant les spates, on peut laisser les spates comme ça et poser directement sur le barbecue, et là c'est très très bon. On peut le faire bouillir avec du sel et puis mettre un peu de beurre, c'est excellent. Et puis enfin, on peut faire des tas d'usages. Mais pour savoir tous les usages qu'on peut faire du maïs, j'ai rencontré mon ami Jean, que vous connaissez déjà, qui a déjà fait plusieurs vidéos avec moi sur la chaîne, et il va nous expliquer toutes les recettes qu'on peut faire à partir du maïs. C'est parti. Alors on se retrouve aujourd'hui dans notre petite série le maïs, l'histoire du maïs, comment cultiver le maïs. Alors on a fait récemment une vidéo sur comment cultiver le maïs, puisque dans un potager, on peut bien évidemment cultiver du maïs doux ou du popcorn et le consommer chez soi, le fabriquer, le faire chez soi. Et aujourd'hui, avec Jean qu'on retrouve. Bonjour Jean. Bonjour, Alors, bonjour André. je répète, pour alors, ceux qui ont suivi la chaîne savent déjà, mais présente-toi rapidement. Donc, tu as été sélectionneur Oui, j'ai pendant été sélectionneur de maïs, on va dire, pendant une quarantaine d'années. Hein. voilà, Je sème toujours du maïs tous les ans. dans les grandes entreprises Et voilà. semencières. Et depuis que je suis à la retraite, je m'occupe de la préservation des variétés anciennes de maïs, comme celles Voilà. qu'on voit là. Donc aujourd'hui, alors on a vu dans la précédente vidéo comment on pouvait cultiver le maïs, et aujourd'hui, une fois qu'on a cultivé, qu'on a récolté, alors soit c'est du maïs doux, on le mange en salade comme ça, comme on a l'habitude, ou en épi comme ça, et si c'est du maïs gras, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que c'est vrai que, alors l'utilisation que moi j'en faisais quand j'en faisais en Gironde avant, je donnais ça à mes poules, donc ça c'est l'utilisation classique. D'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent pas manger de maïs parce qu'ils disent le maïs c'est pour les poules. Ça, c'est quelque chose de très récent. Le maïs a été créé pour l'alimentation humaine Ouais. et secondairement pour l'alimentation animale. Les Mhm. Amérindiens donnent des feuilles de maïs à leurs cochons d'Inde. Ouais.
Et même, il paraît qu'ils ont des chiens qui mangent du maïs. Ah oui. Et puis, et maintenant, dans les pays industrialisés, on va dire, le maïs est devenu en majorité une céréale qui sert à l'alimentation animale, mais c'est pas du tout l'objectif de départ. En tout cas, Surtout qu'il faut noter que pour les poules, le blé est nutritif, alors que le maïs a tendance à faire grossir un peu, plus pour les poulets de chair. le maïs, et alors, il faut regarder la digestibilité. Ouais. Le maïs est légèrement plus digestible que le blé, mais je dis légèrement parce que blé et maïs sont deux espèces à grains nus, donc il n'y a pas les grosses enveloppes cellulosiques indigestes dessus, et donc ils ont une très bonne digestibilité. Et le maïs est légèrement plus parce que le grain est plus gros, dont la proportion de la cuticule qui reste un peu plus faible. Mais bon. Sur le marché, si le maïs est trop cher, on utilise plus de blé, si le blé est trop cher, on utilise plus de maïs. Dans l'alimentation animale. Moi, j'avais vu un producteur d'œufs dans le sud-ouest qui me disait on donne plutôt du blé parce que le maïs, ça les fait grossir, on ne veut pas qu'elle soit grosse, on veut qu'elle fasse des œufs. Donc, voilà. Donc, bon. Une petite différence, mais je pense pas que ça joue beaucoup. Alors, supposons qu'on ait semé du maïs ou qu'on en est chez le voisin. Voilà. À partir de quand peut-on manger quelque chose à partir du maïs? On va dire à partir de la floraison. Beaucoup de gens ne le savent pas. La floraison, s'il est doux, non? Non. Non, 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 non. Ah oui, des petits épis. Ah oui, des petits épis, oui, mais ça, c'est des variétés spéciales, non? Non. Non. Ça se fait avec une variété normale de maïs ou ça se fait très souvent avec des variétés de maïs doux, c'est vrai. Ouais. Ça n'a pas tellement d'importance sur le résultat. Ouais. Ça se récolte entre 2 et 7 jours après le début de la floraison femelle, quand les soies sortent de l'épi. Alors, ça dépend de la variété. Moi, j'ai eu fait avec des variétés spéciales qui avaient des petits épis, donc j'attendais une petite semaine. Ouais. Mais avec des variétés qui font des grands épis, au bout allez, on va dire 5 jours. On va rester dans la moyenne. Au bout de 5 jours, les épis ont cette taille-là. D'accord. Mais ça, c'est un peu dur parce que quand on a semé, alors déjà au niveau de la période de plantation, on sème vers fin avril, début mai. En moyenne? Oui, on va dire début mai. On va dire début mai. Les populations plutôt entre le 25 avril et le 15 mai. Bon, allez, on va dire qu'on sème ces grains le 1er mai. Ouais. On voit sa plante qui pousse, on est très content. Voilà, on a une petite plante. Au 15 juillet, on a des... 15 juillet, on voit les soies qui sortent, on est très content. Ouais. Et là, on se dit, hop, c'est fini, on récolte terminé. Oui, alors là, il y a alors, moi, d'avoir des kilomètres de... gaspillage, c'est du terrible. On se dit, attends, j'ai une belle plante, je vais pas lui... Oui, non, en réalité, les gens qui font ça, ou ils récoltent entièrement en baby corn, on appelle ça internationalement, en mini-maïs, et ils donnent la plante après à manger à des animaux. Ça c'est pour les... Et ils font ça dans des régions souvent tropicales, c'est le sud-est asiatique qui est le grand producteur, parce que ce genre de maïs, c'est surtout dans la cuisine asiatique. C'est très bon. Très utilisé, c'est très bon. Alors, dans la cuisine thaï ou chinoise, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est fait par un industriel, mais si on veut, parce que là, c'est une saumure, c'est quoi? C'est mis dans du sel? Oui, c'est fait comme des cornichons avec du vinaigre. Parce que si on met pas dans une saumure, on peut le manger comme ça directement? On peut le manger direct comme ça, oui. Et c'est sucré, c'est bon? C'est doux, disons. C'est doux. C'est pas vraiment sucré. Donc ça, c'est le premier usage. Ça, c'est le premier usage. Quelques jours après la floraison femelle, on peut commencer. Donc on va dire, on sème le 1er mai, on récolte vers le 15 juillet. Voilà, on réserve vers le 15 juillet. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser le premier épi, si on plante du maïs doux, par exemple, on laisse le premier épi qu'on utilisera en maïs doux 3 semaines plus tard. Et le deuxième épi, si on a fait des basses densités, on va avoir un deuxième épi. Et le deuxième épi, on le récolte on fait moite-moite. En baby corn. D'accord. Ça, c'est la première utilisation possible. Ensuite, il faut attendre 3 semaines après la fameuse floraison femelle. Il faut attendre 3 semaines. Et là, le maïs est dans un état laiteux. Le grain est laiteux, comme on le voit sur ce maïs doux. Il est effectivement mou, laiteux à l'intérieur. Alors, pour savoir que si on récolte, on perce avec l'ongle, c'est ça? Alors, il suffit de noter le jour de la floraison femelle. Si on a oublié de le noter... Alors, ce que tu appelles le jour de la floraison, c'est dès qu'on voit une soie? Théoriquement, c'est dès que la moitié des plantes ont sorti des soies. Ah, d'accord. C'est le critère donc même officiel. si elles ont sorti dès que on voit apparaître des soies... Si vous avez 50 plantes, qu'il y en a 25 où vous voyez des soies, on appelle ça le floraison femelle. Même si elles sont pas encore complètement justes, même si elles sont pas encore... C'est le début de la floraison femelle. D'accord. Et là, vous comptez 3 semaines, et au bout de 3 semaines, votre maïs est à un certain stade qu'on appelle laiteux. Donc, en général, la floraison, c'est vers début juillet, en moyenne? Floraison, allez, on va dire 15 juillet. 15 juillet. 15 juillet, en moyenne. D'accord. On peut avoir des maïs très donc, ça veut dire qu'on récolte vers début août. Voilà, tout à fait. Et il faut pas laisser passer la date. Juste pour la période des barbecues. Si on laisse passer la date, ça devient de plus en plus farineux. Ah oui, c'est pas bon. Et de moins en moins. Bon.
Alors, on n'est pas obligé d'utiliser du maïs doux, parce que ce qu'on appelle le maïs doux, ce sont des maïs, qui sont des mutations particulières qui font que il reste davantage de sucre dans le grain. La transformation de l'amidon, du sucre en amidon ne se fait pas complètement. Mais on peut le faire, et dans beaucoup de pays, on le fait, avec le maïs normal. Ah, d'accord. Si on le récolte au bon stade, 3 semaines après la floraison, il est très mangeable, il est moins sucré que le maïs voilà, doux. il est pas doux, quoi. Il est moins sucré. Mais si tu vas, je sais pas, en Turquie, en Grèce, partout, dans toute la Méditerranée, il y a des gens dans la rue, ou même en Amérique du Sud et ailleurs, qui font griller des maïs sur du barbecue. D'accord. Et c'est pas des maïs doux. C'est du maïs je normal. Je pensais qu'il y avait que le maïs doux qu'on peut cultiver. Non. Il faut le récolter au bon stade. Moi, j'avais une grand-tante à Salis de Béarn qui me disait que quand ils étaient gamins, ils chapardaient des épis dans les champs. Ils connaissaient le bon stade. Ils savaient à quel moment il était bon. Les sangliers aussi le savent. Ils sont très gourmands. Et ils allaient voler des épis à ce stade-là. C'était pas du maïs doux. Alors après, les façons de préparer le maïs doux, il y en a toute une série. La plus traditionnelle qu'ils font couramment aux États-Unis, dans toute l'Amérique du Sud, c'est de laisser les spattes sur l'épi et de le faire cuire au barbecue avec les spattes. Et ensuite, on ouvre, on le trempe dans du beurre fondu, un peu de sel. Ça, c'est la façon très traditionnelle. Mais on peut le faire aussi à l'eau, comme on le fait avec ce genre de maïs qu'on achète dans les grandes surfaces. Où on peut le griller aussi sans les spattes. Et à ce moment-là, il a un petit goût caramélisé qui est spécial, qui est un peu différent. Voilà. Donc, première utilisation, le baby corn. Deuxième utilisation, le stade maïs doux. Maïs laiteux. Après, il y a des stades, on pourrait dire, entre laiteux et pâteux, qui sont très utilisés traditionnellement en Amérique du Sud et ailleurs. Par exemple, le fameux, le choclo, là, Alors ça, il faut quand même montrer ce épi, il est exceptionnel. Bon, voilà, un épi de choclo chilien. Je sais pas, un gros saucisson, je sais pas comment. Ça, c'est pas vraiment un maïs doux, c'est un maïs farineux, qui est assez tendre. Parce que, alors, généralement, on reconnaît les maïs doux, côté un peu... complètement ridé. Ridé, là, il a l'air un peu ridé quand même. Il n'est pas trop ridé, non, c'est juste un maïs farineux. Assez tendre, qui récolte à un stade plutôt pâteux. Ça, c'est ce qu'on appelle le maïs denté? Ça, c'est du denté, ça, c'est vraiment du très denté, oui. Et avec ça, ils font le fameux pastel de choclo, c'est-à-dire ils mettent dans un gâteau avec des grains à l'intérieur et la farine de maïs autour, c'est un truc qui tient au corps. Et ils font la soupe traditionnelle, ils coupent des rondelles de ce maïs qui font cuire dans la soupe. D'accord. Donc ça, c'est la variété de choclo. Parce que moi, choclo, je crois que ça voulait dire maïs. C'est un mot indien qui veut dire maïs. C'est ça, ouais. Alors eux, ils disent c'est du choclo. Mais il a pas c'est une variété qui s'appelle juste choclo. C'est choclo chilien. D'accord. Voilà. Ça, c'est quand même un maïs qui est assez étonnant. Et ça, on peut le cultiver chez nous. Oui, on peut le cultiver chez nous. Eh ben, je vais essayer d'en faire 2-3 plants à terre. Oui, tu prendras des graines, il pousse parfaitement. Il est un petit peu tardif, hein. On peut le cultiver dans le sud de la France, sans problème. Bon, ben, chez moi, ça pousse pas. Celui-là a été cultivé dans le Gers. D'accord. Alors, on avait dit, après le baby corn et le stade laiteux, maïs doux ou pas doux, enfin, manger au stade laiteux. Stade pâteux, vous avez les Chinois qui sont très... Et c'est quand le stade pâteux, alors? Ben c'est dans les 3 semaines qui suivent après. Donc c'est fin août. Là, c'est déjà fin août. D'accord. Et alors là, les Chinois qui sont très friands de maïs glutineux, comme ils disent, comment on pourrait l'appeler, gluant, oui. Comme le riz gluant. Ils aiment tous ces céréales, la version gluante. Et ils ont un grand mérite, ils ont inventé, c'est eux qui ont sélectionné le maïs gluant. La mutation existe dans la nature. C'est une mutation qui est naturelle et qui est assez fréquente, mais jamais les gens n'avaient réussi à sélectionner, c'est pas évident, faire une variété entièrement maïs gluant. Les Chinois l'ont fait, et c'est courant dans les rues de Pékin de voir des gamins en train de manger un épi de maïs comme ça, et c'est du maïs waxy. Enfin, du waxy, c'est ce qu'on appelle le waxy, d'accord. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le waxy. C'est utilisé industriellement pour faire comme épaississant dans les plats. Mais on appelle ça le maïs cireux? Oui, cireux. Waxy, ça veut dire wax, c'est cire. Wax, c'est la cire. Ça veut dire cireux, c'est la même chose. Donc, c'est cireux ou gluant, c'est pareil, d'accord. Alors, ce maïs waxy, il est très utilisé, donc, pas seulement en Chine, en Corée, au Japon, etc. Tous les gens, à un stade un petit peu pâteux. Pas utilisé dans l'industrie, le maïs cireux? Oui, c'est utilisé dans l'industrie parce que cette farine qui est très, très riche en amylopectine, c'est une des formes de l'amidon, est plus collante. Et elle permet de faire des colles, elle permet de faire le papier recyclé, elle permet de faire surtout des épaississants
dans les plats préparés. Parce que peu de gens savent, mais le maïs, il n'est pas seulement utilisé en alimentaire, il est utilisé aussi pour faire plein de choses qui ne sont pas alimentaires. Ah ben absolument. Il y a 30% du maïs qui est utilisé dans l'industrie. D'accord. Mais alors la majorité, parce qu'on en a pas parlé... On parle alimentaire. Mais la majorité des maïs qu'on voit quand on se balade à travers la France ou ailleurs, c'est quand même pour le maïs et pour l'élevage, non? On va dire dans les pays industrialisés, qui n'ont pas une tradition très ancienne d'alimentation à base de maïs, maintenant c'est pour l'élevage. Mais nos mêmes paysans du sud de la France ou d'Alsace ou de toute la région où ils faisaient les godes là dans la vallée du Rhône et de la Saône, les gens mangeaient du maïs. Ah bon, oui. Le maïs a été une alimentation humaine en Europe, puis on va parler de l'Europe, ce serait infini sinon. On va dire, majoritairement entre 1700 et 1900, pendant 200 ans, le maïs est devenu important dans l'alimentation humaine, en France et en Europe, dans les régions où du moins le maïs poussait. Mais alors aujourd'hui, le pourcentage de maïs qui arrive dans une boîte comme ça, c'est quoi? C'est 10%, 20%? Ah, je sais pas, ça doit être moins que ça. Ça doit être peut-être moins que ça, c'est quelques dizaines de milliers d'hectares sur oui, alors qu'on a l'impression, quand on ne sait pas, on se dit, bah, tout le maïs, c'est pour aller dans les boîtes, mais pas du tout. Non, non, pas du tout. Ok, donc, alors, le maïs cireux, c'est assez, enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont cultiver ça chez nous, c'est un peu anecdotique. Oui, c'est un peu anecdotique. Moi, j'ai commandé cette année des semences. Alors, j'ai des semences pour la première fois. Je les ai pas encore semées. Je vais voir si ça passe. C'est venu de Thaïlande, donc j'ai un peu peur que ça soit tropical. Oui, on verra si ça fonctionne. Mais bon, on va dire que si on n'a pas récolté du maïs doux en début août, l'étape suivante, c'est quoi? C'est vers mi-octobre, octobre? L'étape suivante, après, on va voir les spates sur les épis qui commencent à sécher. Alors les spates, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est ça. Alors normalement, ça recouvre l'épi. Et puis ça commence. Alors c'est vert quand c'est pas. Voilà. Et ça commence à jaunir quand le maïs est au stade pâteux, justement. Ouais. Elle commence à jaunir. Mais si on veut que le maïs soit complètement dur pour en faire de la farine et d'autres choses, il faut attendre plus longtemps. Il faut attendre jusqu'au mois de plutôt fin septembre, octobre, on va dire. Le mois d'octobre, c'est le grand mois de la récolte. Il faut faire attention aussi, peut-être que quand arrive la période des pluies, si ça prend trop l'eau, ça peut être aussi gênant au niveau de l'humidité, que ce soit un début trop... Oui, ça peut arriver mais dans un jardin où on a des plantes assez aérées, tout ça, c'est pas vraiment un problème. Est-ce qu'on a des problèmes de rongeurs qui vont aller grignoter les épis? Non, je pense pas non plus. Les problèmes, c'est au moment du stade laiteux pâteux, les sangliers, les ragondins. Oui, ça c'est sûr. Ces animaux-là adorent le maïs. Moi, j'avais eu dans mon jardin des grenouilles dans mes épis de maïs. Dans mes plants de maïs, j'avais eu des grenouilles qui le des petites rainettes qui montaient. Elles le mangeaient pas. Ah oui, il y a un truc important dont on va parler aussi, c'est le charbon. Parce que ça arrive plus souvent que moi, parce que je l'ai déjà eu. Oui. Si on a en cours de culture un épi de maïs qui commence à devenir un peu noir, fait un peu peur. Alors on pense que c'est une maladie, mais certains pays, c'est une maladie, mais certains pays consomment ça. Ah mais absolument. Le charbon qu'on appelle le charbon couvert, parce qu'il y a un charbon nu qui s'attaque à la fluorescence, on va pas en parler. Mais le charbon couvert, celui qui fait une espèce de petite gousse, comme une gousse d'ail, la blanche en surface et noire à l'intérieur. A priori, on n'a pas envie de le manger, normalement. Nous, ça nous paraît répugnant. Pour les Mexicains, c'est le top. C'est le top. Ils appellent ça huitlacoche dans le. Ah oui, huitlacoche. En nahuatl. Et ils l'appellent le caviar aztèque ou la truffe aztèque, pour te dire Eh ben moi, j'ai eu un jour un plan de caviar aztèque, mais j'ai mis à la poubelle. Et alors, justement, malheureusement, parce que dans les variétés modernes, c'est vrai que nous, les sélectionneurs, on a fait tout ce qu'on a pu pour éviter, pour avoir des variétés qui soient très bien tolérantes et qui n'aient plus de charbon de l'épi. Mais dans les populations, alors là, ça marche. C'est pour ça que j'ai il y a encore pas mal de charbon, donc on en trouve du charbon. Comme ça, il faut le cuire, faut quoi? Alors franchement, j'en ai jamais mangé. Ah. Je pense qu'il faut le ramasser. J'ai vu des photos. Il faut le ramasser assez tôt pour pas qu'il soit devenu noir à l'intérieur. Il faut le ramasser tant qu'il est jeune et blanc à l'intérieur. Et il paraît que ça a un goût de champignon délicieux. C'est un champignon. Bon, d'accord. C'est un champignon. Bon. Donc ça, c'était, on va dire, en cours de culture, on peut avoir ça. Mais bon, si on attend jusqu'à l'automne, on a un maïs qui est sec. Voilà. Sec. On récolte. Alors, il y a un truc qui est alors, si vous n'avez jamais cultivé de maïs, moi, c'est un truc que j'adore.
quand on récolte les maïs, c'est que on récolte un épi qui a encore toutes ses spathes recouvertes, et c'est un peu comme une pochette surprise. Oui, on ouvre. On ouvre et on dit waouh, super. On s'en a toujours le doute de se dire est-ce que ça va être bien développé, parce que des fois il y a des problèmes de pollinisation. On a que la moitié des grains qui sont développés. Il manque des grains à l'extrémité. Voilà. Alors ça, on peut dire aussi que si on veut bien polliniser, on peut, si on a peur, prendre la fleur mâle, enfin la floraison mâle qui est en haut des épis, et puis aller polliniser à la main. À la main, oui. Alors ça peut. C'est pas un problème dans les grands champs où il y a des milliers, des centaines de milliers de plantes. Mais quand on a quelques dizaines de plantes dans un jardin, il faut faire attention. Faut pas les mettre sur une seule ligne comme ça en long. Eh oui. Parce que le maïs, c'est le vent qui déplace le pollen, c'est pas les insectes. Celui qui va être célibataire à la fin. Et si le vent vient de là et que le pollen tombe comme ça, il va pas féconder ses propres épis. Si on veut polliniser, on peut tout à fait prendre une fleur. On peut le faire à la main. Et puis aller mettre sur les soies. Et aller saupoudrer dessus, ça marche très bien. Voilà, ça permet aussi on le fait en recherche pour faire des croisements dans les pépinières. Voilà, puis on est sûr que si on pollinise avec la même variété, on est sûr qu'on sort la variété à peu près. En plus, oui. Voilà. Mais aussi, on peut essayer de regrouper, au lieu de faire une ligne comme ça, de faire plusieurs petites lignes de façon à faire un petit carré. Et là, ça va mieux s'interpolliniser. Voilà. Et autre chose importante aussi, si on cultive différentes variétés, si je mets par exemple du rouge, là, on n'a pas encore parlé, mais si je mets ça et ça sur 2 rangs à côté, et que je laisse faire la nature, je risque fort d'avoir l'année suivante ce qu'on voit un petit peu ici, c'est-à-dire des hybridations. C'est-à-dire qu'il y a du violet qui a été pollinisé du jaune, et puis on a des petits grains, parce que c'est du pollen étranger qui est venu. Oui, bien sûr. Donc si on veut conserver ces grains d'une année sur l'autre, il faut faire une seule variété. Si on veut conserver une variété avec ses caractéristiques, il faut l'isoler. Et puis pas avoir de champ de maïs à côté, évidemment. Voilà, parce que le maïs s'hybride naturellement, au hasard. C'est quoi la distance Les distances qu'on pratique en production de semences, parce qu'on veut pas que le champ du voisin se mélange dans l'hybride qu'on est en train de produire, c'est de l'ordre de 200 mètres. 200 mètres. Oui, ça va. Oui, ça va. Enfin, sauf si on habite au bord d'un champ de maïs. Oui, mais si vous avez votre jardin à côté d'un champ de maïs. Ah ouais, là, c'est mort, oui. Alors, après, ça dépend des dates de floraison. Oui, faut que ça coïncide. On peut jouer sur les dates de, dates de semis, plus tard pour mais si on sème en même temps que le fermier d'à côté, là, si on tombe par hasard aux mêmes dates de floraison, il va y avoir du mélange. D'accord. Et qu'il y a un peu de vent qui vient de là-bas, c'est sûr. Bon, alors ça y est, on a récolté nos épis. On a récolté nos maïs secs. Mais alors là, il y a tout un tas de maïs secs, tout un tas de sortes de maïs et d'utilisation. Bon, on connaît déjà les maïs genre popcorn, c'est quelque chose qui ressemble, c'est pas du popcorn ça, mais il ressemble. Il a c'est un peu verni, très corné, voilà. comme ça. Ce qu'on appelle corné, c'est quand il est un peu brillant comme ça. Le grain est translucide, vitreux. C'est un maïs corné. Celui-là, il pop. Je suis sûr qu'il pop. C'est pas une variété spéciale pop, mais je suis sûr qu'il pop. Parce que si on compare pour bien voir, ça par exemple, ça ne pop pas. Ça brille pas du tout. Si on compare les deux, on voit bien que ça c'est très denté et ça c'est très corné. On va dire. Voilà. Si ça brille pas, ça popera pas. Voilà, ça popera pas. Alors les populations anciennes françaises, elles popent légèrement, mais il y a des vraies variétés de popcorn qui ont été sélectionnées pour ça et qui font. Puis alors il y a même des variétés alors qui font du butterfly, qui font de la forme de popcorn. Il y a 2 grands types de popcorn. Il y a le mushroom et le butterfly. Voilà, champignons ou papillons. Voilà, certains font quand ils explosent, ils font une espèce de balle ronde. C'est ceux en général des cinémas. On y met du caramel, etc. Voilà, c'est des cinémas. Et puis d'autres font une forme un peu plus en étoile. Et là, on peut faire un petit cocorico. Je crois que les Français, on est leaders dans la création de variétés popcorn. Alors, non. Non, bon. J'avais cru lire ça, mais je me suis trompé. Nous ne sommes pas du tout leaders dans la création, parce que tu as dit la création. Simplement, nous avons quelques entreprises, et une en particulier qui est en Gers, qui s'appelle Nataïs, qui sont devenus un leader européen dans le popcorn. Voilà. Mais la sélection est faite aux États-Unis. Je croyais qu'on était à la technologie, les machines, tout ça vient des États-Unis. D'accord. Eux, ils ont eu l'astuce de faire un très bon marketing en Europe et d'adapter les saveurs, parce que tu sais que ils font du popcorn micro-ondes. Et dans ce popcorn, on peut mettre des saveurs. Et tu veux vendre aux Hongrois, tu fais le popcorn paprika. Et ça, ils ont été très forts pour faire ça. Ah oui, parce que paprika, c'est du poivron, mais c'est une variété, c'est une création hongroise. C'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Mais, on peut s'amuser à varier les parfums qu'on met dedans. Et ils ont très bien fait ça. Et ils sont les leaders en Europe avec du maïs qui est produit dans le Gers, pas de doute. Mais la technologie et la création viennent des États-Unis. D'accord. Bon, ça c'était le popcorn. On passe sur le popcorn.
Bon, tout bêtement, avec du grain sec, on fait de la farine. Ouais, la farine de maïs. Alors, avec la Ça, c'est farine... bien pour les gens qui mangent pas de gluten, par exemple. Par exemple. Voilà. Oui, c'est la côte. On peut faire des pâtes avec. Les Italiens font des pâtes sans gluten avec du maïs. On peut faire du pain de maïs. Alors là, moi, j'ai un conseil, un grand conseil. Allez manger du pain de maïs au Portugal ou en Galice. Ils font un pain absolument délicieux qui n'est jamais du pur maïs parce que le gluten, justement, manque pour le faire lever. Donc, c'est toujours un mélange de farine de blé et de farine de maïs. En gros, moitié-moitié. Mais dans mon sud-ouest natal, et mon père s'en souvenait encore, on mangeait la mesture. C'était un pain fait à moitié maïs, à moitié ouais, mais d'ailleurs, même quand on fait des gâteaux, on peut mettre une partie de, mettre 200 grammes de farine, on peut mettre 100 grammes de farine de blé, 100 grammes de farine de maïs. On peut faire des gâteaux, on peut faire des tas de choses. Alors, il faut quand même signaler une chose particulière, c'est la façon dont les Amérindiens utilisaient le grain de maïs entier et sec. Eux, ils le nixtamalisent. Ah oui, alors ça c'est une chaulage. Alors moi je l'ai fait avec des populations voilà du maïs. Alors on va expliquer ce que c'est la nixtamalisation, c'est mettre des grains de maïs avec de la cendre de bois. Alors traditionnellement c'était avec de la cendre de bois, ça marche mieux avec de la chaux. On peut acheter de la chaux alimentaire par exemple. Moi j'ai acheté ça sur internet. C'est de la chaux alimentaire, c'est de la chaux éteinte. Voilà. Oxyde de calcium en poudre. Oui voilà. Et alors, avec ça, on fait cuire le maïs. Il y a des recettes partout sur Internet. On ne va pas la détailler ici. Mais on fait cuire le maïs avec de l'eau et de la chaux ajoutée. Mais on fait chauffer ou on fait chauffer? On fait chauffer. Il y a 1 heure de cuisson à peu près. On laisse reposer pendant toute une nuit. Et le lendemain, la chaux va manger et le lendemain, on arrive à enlever. Et ça, c'est évidemment les cuisinières mexicaines le font très bien. C'est pas évident. Ah oui, la peau du... La peau. La fameuse cuticule qui est en cellulose, qui est autour du grain de maïs, il en reste qu'une. C'est un grain nu, on dit, mais il a quand même une cuticule. Alors, ça, la cuticule, on le sent bien quand on mange du popcorn, souvent on a un petit truc un peu désagréable. C'est la cuticule qui reste. Voilà. Mais là, on arrive à enlever, avec ce procédé de nixtamalisation, on enlève la cuticule. Donc on n'a plus que de l'amidon. On n'a plus que de l'amidon et un germe. Qu'on garde ou qu'on enlève, ça dépend des recettes. Moi, je l'ai enlevé, là j'avais suivi une recette, je l'avais enlevé. D'accord. Et ça se conserve parfaitement. Ça s'utilise en hiver, comme on utilise, nous, les haricots. Enfin, on a l'habitude d'utiliser les haricots de la même façon, et on fait de magnifiques ragoûts avec ces grains que les Américains appellent des hominis, que les Amérindiens appellent mote, dans le cas où ils sont faits avec le cusco gigante, ces gros blancs, qui s'appelle simplement du maïs nixtamalisé. Donc ça, c'est un peu comme le blé qu'on vend parfois. On peut acheter du blé en boîte et on peut le cuisiner avec de cuir. Oui, ça a un peu cette consistance-là. C'est assez bon. Hein. Oui. Donc les hominis, donc ça pour ceux qui ont lu par exemple Stowe, Henry David Thoreau, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup des hominis. Des hominis, tout ce qui est gruau. C'est une grande façon de consommer les gruaux. Le maïs entier. Voilà. Avec ce même maïs nixtamalisé, là il a été séché. Mais on peut ne pas le sécher et le broyer de suite. Et là, on fait ce que les Mexicains appellent la masa, une pâte de maïs nixtamalisé. Il a un goût particulier qu'on écrase et avec lequel on fait des tortillas. Les tortillas, les tacos, les enchiladas, les quesadillas, tout ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète des tortillas toutes faites, aujourd'hui, c'est souvent du blé. Alors qu'à l'origine, c'était du maïs. À l'origine, c'est du maïs. Et c'est du maïs nixtamalisé. Qui est d'ailleurs, la plupart des Mexicains ne le font plus à la maison. Ils achètent des sacs de farine de maïs nixtamalisé, réduit en poudre, séché en poudre. Mais quelle est la différence si je prends des grains de maïs pas nixtamalisés et que je les broie et que je m'en sers comme farine, avec si c'est la farine nixtamalisée, quelle est la différence d'usage? Différence d'usage. Tu vas arriver à faire une tortilla aussi. Mais elle n'aura pas le goût, elle n'aura pas la consistance. Donc ça change un peu de la vraie tortilla mexicaine. Et en plus, on dit que ce processus de nixtamalisation, ça rend certains acides aminés du maïs plus digestibles, etc. Et ça a évité des carences pour les gens qui mangeaient presque exclusivement du maïs. Ah oui, c'est vrai. Ils auraient risqué certaines carences. Et là, ça l'évitait. Donc, la nixtamalisation, c'est même un processus industriel au Mexique. Il faut le signaler parce que ça fait partie de l'histoire de la consommation du maïs, bien sûr. Alors, soit sous forme de farine, soit sous forme de pâte, pour faire tous
tous ces produits très courants dans toute l'Amérique du Sud. Il y a aussi les arepas, c'est des grosses tortillas épaisses qu'il faut, je crois, en Colombie. Dans le sud de la France jusqu'à la Bourgogne, quand on mangeait du maïs, vraiment, pendant le 18e et 19e siècle essentiellement, on faisait des bouillies, on va dire. Les Anglais disent des porridge. Ouais. Et il faut dire que toute l'Afrique actuellement mange des, donc c'est quoi, c'est du maïs pilé avec de l'eau. C'est de la farine de maïs qu'on fait cuire avec de l'eau. Ouais. Alors, il y a des tas de variantes. Hein. C'est un peu comme une sorte de purée. Les Italiens le font avec des maïs très cornés comme ça, de ce style-là, et font de la semoule, des semoules fines, et ça donne la polenta. Ah, la fin, bah après, moi, c'était l'usage principal, c'est ça. Voilà. C'est super bien, là, je crois, non? Oui, ça j'en ai fait. J'ai fait voilà, on peut en manger. Alors, la pollen, ça ressemble à ça. Alors, moi, je l'ai faite à la façon Millas toulousain, sucré. Ouais. Alors, c'est pas je danse le Mia, hein. Voilà. C'est un dessert très rustique. Bon. Voilà. Alors, ça, c'est sucré. C'est sucré. Bon, il y a aussi de la pollen salée. Salée, bien sûr, en général, elle est salée. Ça, c'est plutôt ce que les Toulousains appellent du Millas, et ils le font en le sucrant, ils le mangent en dessert. Là, je vois qu'il y a c'est quoi, c'est un sirop de sucre? Non, c'est parce que je l'ai laissé, je l'ai fait avant-hier, et il a coulé, le sucre c'est écoulé. Donc ça, c'est de la farine de maïs et du sucre? Après, on met du sucre. Non, on l'a fait d'abord cuire. Maintenant, on en achète de la pré-cuite. Mais sinon, il fallait 1 heure tourner le chaudron. Ensuite, on la laisse refroidir. Elle prend en masse. On la découpe en tranches. On la fait revenir au beurre, en général. Et à la fin... Donc c'est pour ça que c'est un peu grillé, là? Et à la fin, oui, c'est un peu grillé. Et à la fin, on met du sucre dessus. Ça, c'est... Tous les petits gamins du Sud-Ouest connaissaient ça, parce que c'était un peu le dessert rustique à la campagne. Donc la pollen, c'est sucré ou salé? Oui, mais non, la polenta région italienne, eux, c'est salé. Non, je l'ai jamais vu sucré. La polenta, c'est plutôt le Millas. Le Millas, c'est sucré, d'accord. Le Millas qui se fait en sucré, entre autres. Donc voilà, toutes ces pâtes faites à base de farine de maïs, qui avaient des noms très divers. Dans mon mère dentelle, on disait la broye. Dans les Pyrénées, ils appellent ça le pastet. Donc ça, c'est les bouillies de maïs. Tout ça, c'est les bouillies de maïs. C'était la nourriture des pauvres. Ah oui. C'est pour ça que quand tu parles maintenant à un petit-fils ou arrière-petit-fils de paysans du Sud-Ouest qui lui, l'arrière-grand-père s'était nourri de maïs toute sa vie, lui, il va te dire comment du maïs? Jamais de la vie. C'est pour les animaux. Oui, c'est ça. Parce que c'était la nourriture des pauvres. C'est pour ça que ça n'avait plus la cote. Alors maintenant, ça redevient à la mode. On peut en trouver dans les restaurants. Alors, l'un des inconvénients quand même du maïs, c'est que c'est de l'amidon, donc c'est quand même assez calorique. Hein, donc ah, ben oui, bien sûr, c'est l'énergie, c'est essentiellement de l'énergie. Alors après, il y a un pourcentage de protéines qui est de l'ordre de 8-10%, mais toutes les céréales ne sont pas très riches en protéines. Le blé dur, qui est le mieux, il est à 12-13% quand même. D'accord. Mais donc, c'est principalement du sucre de l'énergie, quoi. C'est du sucre de l'énergie, un petit peu de protéines, un petit peu de minéraux, mais il faut manger autre chose. D'ailleurs, au niveau des couleurs, si on mange alors, je sais qu'en Afrique, par exemple, on préfère les maïs blancs, et au niveau des pigments, il vaut mieux toujours manger c'est vrai qu'un maïs comme ça, coloré, plus il y a de pigments, plus c'est bon, enfin, on dit que plus c'est coloré, plus c'est meilleur c'est pour la santé. Attends, il y a plusieurs choses. On peut penser que les maïs qui sont colorés comme ça, jaune, orangé, rouge, etc., contiennent plus de carotène. C'est à mesurer, parce que c'est variable. Donc, il y a la provitamine A. Donc, le maïs blanc, d'un point de vue nutritif, c'est peut-être pas l'idéal. Mais culturellement, c'est comme ça. Les Mexicains préfèrent la tortilla faite avec du maïs blanc. Et les Africains mangent du mille de maïs blanc. Tu vas à Johannesburg, tu vois les gens dans les supermarchés avec un grand sac de farine de maïs blanc, très blanc. Et avec ça, ils mangent tout le mois. Ils font leur bouillie de maïs avec ça. Et dans notre sud-ouest, et vraiment sud de France, et jusqu'en Bourgogne avec les Godes, on faisait des pâtes de maïs. Mais c'était l'alimentation des pauvres, c'est vrai, et il était souhaitable de la compléter avec avec de la viande le dimanche. Un peu de viande le dimanche, ça faisait pas de mal. Avec des grosses semoules,
Les grosses semoules, mais les grosses semoules, c'est les plus chères. Les grosses semoules, il faut déjà des grains de maïs cornés, mais ceux-là, ils seraient trop petits. Tu vois. Alors, juste plus je parle de semoule, est-ce que quand on a récolté ces épis chez soi, on peut faire, je sais pas, prendre un moulin à café et faire oui, ça? Oui, on peut faire. Moi, j'ai un copain qui a un grand ponte du maïs qui s'est passionné pour cette fabrication de semoules. Et il a des moulins, et il cultive des variétés très cornées spéciales pour l'Inta. Voilà, bon, alors, je pense pas que les gens vont acheter spécialement un moulin pour ça, mais si alors, mais dans un moulin à café, bien sûr. Ah bon, on va pas faire beaucoup, mais au fur et à mesure. Mais si on veut faire beaucoup de semoules, il faut prendre des variétés très cornées. Oui, parce que la semoule, c'est la partie vitreuse. Ouais. La partie farineuse, elle va donner de la farine, elle va pas donner de la semoule. D'accord. Voilà. Alors, ça, on a vu, en gros, ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais avec les grosses semoules, qu'on appelle des flaking grits, dans le commerce international, là, on fait un truc que tous les gamins connaissent. Des cornflakes. Ah! Monsieur Kellogg's. Un gros morceau de semoule, donc de maïs vitreux, extrudé, ça fait un cornflakes. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est assez important. C'est vrai qu'on se demande comment on arrive à faire ces flocons, là, et en fait, c'est... Moi, je saurais pas le faire, et je pense pas que ça se fasse facilement à la maison. Ouais, mais il faut savoir que c'est fait avec des grosses semoules de maïs. D'accord. Et puis, avec ces semoules de maïs, on en met dans les fermenteurs pour faire de la bière. Alors, certains pays interdisent. Ils veulent de la bière qui est faite uniquement avec de l'orge. Mais dans beaucoup de pays, on met une portion de maïs. Et alors, puisqu'on parle de ça, il y a aussi, j'ai souvent entendu parler de l'ajout de sucre de maïs dans la fabrication. Alors, on dit que c'est pas bien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est autre chose. On sait produire du sucre à partir de l'amidon de maïs. Ouais. Et ça serait c'est du fructose. Voilà. C'est l'isofructose. Ouais. Ben, je sais pas, il y a des gens qui critiquent ça, ils mangent du miel, c'est du pur fructose, mais le fructose fait avec du maïs. Alors, c'est un mélange de glucose. Oui, mais il y a beaucoup de fructose. Et tous les fruits contiennent du fructose. Moi, je comprends pas pourquoi on s'énerve là-dessus. Ok. Alors, une autre utilisation de ces grosses semoules, c'est le bourbon, le whisky américain, du Kentucky. Il doit contenir plus de 50-60%, je sais plus, de maïs dans sa fabrication, bien sûr. D'accord. Ah, le bourbon, parce que je bois, le bourbon, c'était du whisky, quoi. Ah non, c'est un whisky avec un whisky au maïs. Très fort pourcentage de maïs. J'ai appris un truc. D'accord. Bon, je bois pas de bourbon, mais c'est bon, ça va. Bon, alors après, avec des grains de maïs secs, on est toujours dans le maïs sec, là. Germé, séché, les Amérindiens font une bière. Comme on fait nous avec l'orge, qu'on fait germer, malter, etc. Du malt. Et ils font la même chose avec du maïs. Et ils font la chicha de jora, qui est la bière de maïs. Qui est une bière un peu doucereuse, assez forte. Tout ça, c'est des trucs que le particulier peut difficilement faire. Est-ce qu'on peut par exemple faire de la maïzena? Parce que la maïzena, c'est un produit qu'on achète en magasin. Je sais pas, il va falloir des moulins quand même qui est capable de moudre absolument très très fin, parce que c'est extrêmement fin. C'est de la farine de maïs. Par contre, ce qu'on peut faire à la maison, on va en parler, c'est ça. Alors ça, c'est un truc... Ça, c'est une boisson péruvienne. Alors ça s'appelle la chicha. Chicha morada. Morada, voilà. Alors chicha, là, ça veut dire boisson. Je sais pas exactement le sens que ça dans les langues amérindiennes. Morada, c'est violet. Mais ça s'utilise pour les boissons, effectivement. D'accord. Et celle-là, c'est une boisson sans alcool, qui est juste une décoction. Oui, tu peux montrer les épis. Voilà. Une décoction d'épis d'un maïs spécial qui s'appelle le maïs morado, un maïs violet qui est... Alors même la rafle est violette, tout est violet, il est très coloré. Là, on a un autre maïs violet noir, bleu, et là, on voit que la rafle est blanche. La rafle est blanche, oui. Non, le morado, il est violet de partout, il est très riche en anthocyanes. Alors, on dit que justement, cette forte teneur en anthocyanes, ça donne des qualités, une qualité alimentaire formidable à cette boisson. Les fameux sans alcool, les fameux antioxydants. Voilà. Alors, moi, j'ai goûté tout à l'heure, c'est très bon. Mais il faut savoir que, a priori, tu m'as dit le maïs, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas beaucoup de goût. Et en fait, on fait infuser. Comment ça marche pour faire sortir le... Une décoction, on met dans une grande casserole, c'est simple, un épi, 1 litre d'eau. Eau chaude? Un épi, 1 litre d'eau, on fait chauffer, on fait bouillir doucement pendant 45 minutes. Donc les pigments se libèrent dans l'eau. Ah oui, très rapidement, ça devient couleur vin et donc, rouge. On a une eau violette qui n'a pas de goût. Il n'a pas de goût, mais comme on a mis en même temps de la peau d'ananas, des pommes, etc.,
Oui, nous on le fait dès le départ, ça. C'est même on met dans la décoction. C'est le même principe que la pastèque à confiture. La pastèque à confiture, c'est des pastèques qui n'ont pas aucun goût, c'est de la chair, mais en fonction de ce qu'on met avec, ça donne le goût. Donc là, c'est pareil. Et on met aussi un peu de cannelle, et on met aussi un peu de clou de girofle. Alors ça, et à la fin, on met du jus de citron. Voilà. Et voilà. Alors, une fois qu'on a mis tous ces parfums, c'est très bon. Et c'est très bon. Mais disons que c'est bien surtout pour les antioxydants violets. Alors là, le problème, c'est de se procurer du maïs morado, mais ça, sur Internet, ça peut s'acheter. Voilà. Sinon, il faut aller au Pérou. La boutique Alinti, sinon, il faut aller au Pérou, c'est pas loin. Mais la boutique Alinti à Paris vous vend du maïs morado et vous faites votre chicha à la maison très facilement. Voilà, donc, si vous voulez faire semblant de boire du vin sans boire de vin, vous faites de la chicha morada. Exactement. Bien, alors on en était aux décoctions. Alors là, il y en a d'autres décoctions. En Amérique du Sud, ils en ont une foule, et puis ils ont un tas de boissons fermentées à base de maïs. Ouais. Je n'ai pas parlé de la chicha de jora, mais il y a aussi des boissons fermentées à partir de farine de maïs. Je ne sais pas les faire. Il y en a des dizaines. Alors comme c'est plein de sucre, évidemment, si on laisse fermenter, ça fait un alcool. Oui. Ouais. Ça peut fermenter. Bon, ben je crois qu'on a fait un petit peu le tour des différentes utilisations. Alors, on a vu toutes les utilisations possibles. Moi, j'aimerais bien qu'on se focalise quand même sur ce qu'on peut faire facilement chez soi à la maison. On a dit, alors, les baby corn. Les baby corn. Bon. On a dit le maïs doux. C'est facile à faire. Ensuite, on a des grains qu'on récolte en octobre et on peut faire de la farine de maïs. On peut faire de la farine de maïs. Si on a des maïs cornés, on peut les faire popper, on peut faire du popcorn. On peut aussi se procurer des variétés de popcorn. Il y en a une dans la collection nationale. C'était pas très commun en France. Alors moi j'ai un petit truc pour le popcorn. On peut tout à fait acheter du popcorn en magasin, chez Carrefour, chez Leclerc, chez qui on veut. Et au lieu de faire popper les grains dans une casserole, on sème les grains. Et moi, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, ça coûte pas cher. Plutôt que d'aller acheter les grains, je sais pas où, vous achetez un petit sachet de grains dans votre supermarché vers le mois d'avril, vous les semez direct et vous aurez du popcorn. Et pour une raison, c'est que le popcorn, on le fait sécher très doucement et très longuement. Donc les grains que vous avez, ils sont parfaitement séchés, ils ne sont pas chauffés, etc. Ouais, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Et donc ils germent parfaitement. Ouais. Alors on peut aussi s'amuser à faire prendre le maïs fraise, là, les petits grains. C'est un popcorn. C'est un popcorn. C'est un popcorn. Alors moi j'ai essayé, ça fait des tout petits popcorn. Ah, c'est des tout petits grains. Oui. Alors c'est très joli, hein, les maïs. Alors il y a des fraises bleues, des fraises rouges, des fraises jaunes. Alors moi j'avais fait toutes les couleurs. J'ai du blanc, bleu, jaune, rouge. Ça fait des petits épis tout mignons. Ça fait de la déco. Alors, au niveau popcorn, c'est pas plus de la déco que le popcorn. Mais c'est sympa. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, une fois qu'on a fait la récolte, on fait de la farine, on fait des tortillas, on fait la polenta. On peut garder des alors ça, déjà, nixtamalisés, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut déjà trouver la chaux et tout ça. Mais garder des grains pour faire des ragoûts, pour mettre dans la soupe. Ah, les Indiens Hopis avaient une autre technique avec le maïs doux. Parce que le maïs doux, c'est très bon. Attends, les Hopis, ils font un épi qui ressemble à ça. C'est pas du Hopi, ça? Voilà, ça ressemble à du bleu Hopi, mais en fait, c'est une population de Galice en Espagne. Alors ça, le grain, l'amidon est blanc. Hein. L'amidon est blanc. Il y a juste ce qu'on appelle la couche d'aleuron en dessous de la cuticule qui est bleue. Ce qui fait que quand on fait de la farine, c'est rose. Elle est gris bleuté. Ouais. Et les Indiens Hopis font une tortilla très fine, très spéciale, qu'ils appellent le picky bread, qui est gris bleuté, et c'est ça qu'ils mangent tous les jours. D'accord. Et ils adorent ça, ils disent que c'est miraculeux, enfin bon, c'est du maïs. Alors les spates, ça se mange pas. Non. Mais ça s'utilise beaucoup en Amérique du Sud pour envelopper de la pâte de maïs. Ouais. Et ça fait les tamales et les humitas. Les tamales et les humitas, c'est de la pâte de maïs en général nixtamalisée. Humitas, d'accord. Dans lequel on rajoute de la viande, de poulet ou de porc ou d'autres choses, et qu'on enveloppe avec une spate, avec des spates. D'ailleurs, on peut acheter des spates comme ça dans le commerce, et qu'on fait cuire dans l'eau. Mais on mange pas la spate. Hein. Et il me semble aussi que les soies, on pouvait pas en faire des trucs, des infusions, je sais pas quoi. Si, j'avais signalé phytothérapie. Ah, tu vois. Ça, on peut utiliser. Les soies. Ouais. Donc, c'est les stigmates, hein, les pistils Alors, pour expliquer, les soies, chaque fil qu'on voit dans les soies est un conduit vers un grain et pour amener le grain de pollen. Donc, on a l'impression que c'est un le grain de pollen, il germe et il descend à travers la soie. Donc, il y a autant de soie qu'il y a de grains dans l'épi. Exactement. Et d'ailleurs, on a parlé des baby corn tout à l'heure. C'est bien, quand vous enlevez un baby corn 5 jours après la floraison, il est couvert de soie. Il a la chevelure. Ce qui fait qu'avant qu'il ait l'apparence qu'il a dans le bocal, là, il faut soigneusement enlever toutes les soies sans le casser. Ah oui.
Et c'est pour ça que ça se fait plutôt dans des pays à main-d'œuvre bon marché, parce que ça demande un travail fou, quoi. D'accord. Pour les ramasser aussi. Mais donc, on peut faire des infusions de soie. Alors, les soies, on peut faire, mais c'est vendu en phytothérapie. La soie de maïs a des propriétés diurétiques. D'accord. Ou contre les infections urinaires, ou propriétés diurétiques vraiment reconnues. Et nos anciens, pendant la guerre, quand le tabac était devenu rare, et moi je l'ai eu fait ça, on fait sécher les soies de maïs, on faisait dans la cheminée, là, au coin du feu, qu'elles soient bien sèches, et ensuite on les fume. Ah bon? Et c'était bien? Non. Il n'y avait pas de nicotine, au moins. Ah, il n'y a pas de nicotine, mais c'est amer. D'accord. C'est pas génial. Mais bon, comme il n'avait pas de tabac, il fumait des soies de maïs desséchées, voilà. Ok, donc on a vu qu'il y a plein d'usages. Alors, est-ce qu'au niveau des variétés qui sont là, peut-être qu'il n'y a pas de choses particulières à dire sur toutes ces variétés, à part qu'elles sont jolies? Oui, on peut dire simplement que les variétés en France, donc là, je me répète, on en a 264 dans la collection nationale. Les semences de ces variétés sont à la disposition de tout le monde gratuitement. Hein, il faut les commander, comme on a dit tout à l'heure. Alors, on voit quand même qu'il y a des écarts entre les tailles. Énorme, bien sûr, mais il y a une grande variété. Si, pour la même place dans le potager, si je cultive un épi comme ça ou un épi comme ça, j'ai intérêt à faire plutôt cette variété. Oui, elle sera plus productive, ça c'est clair. Hein. Ou un type Saint-Maximin, là, comme ça, là, comme je t'ai amené, ça fait quand même... Ah, ça c'est Saint-Maximin, ça? C'est pas le Saint-Maximin, c'est un voisin, mais il a exactement cette tête-là, le Saint-Maximin. Donc je pourrais faire plein de farine au mois d'octobre. Ah, tu pourras faire plein de farine, il est vraiment productif, hein, il est vraiment productif. D'accord. Et alors, il y avait la moitié des variétés étaient blanches, la moitié était jaune. D'accord. Alors après, c'est très culturel. Il y avait des régions où on ne voulait que du blanc. Toute la région toulousaine et tout l'est de Toulouse jusqu'à l'Aude ne voulait que du maïs blanc. Alors ça, il y a aussi des cas, par exemple, pour la chair de poulet, le poulet de Bresse, par exemple. Oui, et on foulait le poulet de Bresse à l'époque, on fait du blé aussi, avec du maïs blanc. Voilà, c'est pour parce ça qu'on voulait que la chair soit bien blanche. Et dans le sud-ouest, on gavait souvent les oies et les canards avec des maïs blancs. Ça, c'est un maïs du Gers, typiquement. Pour que le foie gras soit bien blanc. Pour que le foie gras soit bien clair. Bien clair. Elle a eu une valeur marchande un peu supérieure. D'accord. Donc voilà, on a fait le tour. Donc, en résumé, il ne faut pas hésiter à semer du maïs. Donc, entre, on va dire, allez, si on est dans le sud, vers le 15 avril. Oui, alors si vous êtes très prudent, comme les anciens, vous attendez, vous laissez passer les seins de glace. Mais le dernier sein de glace, c'est le 13 mai, je crois. Oui, c'est ça. 11, 12, alors, 13, on ne sèmerait que le 14 mai. Vous pouvez semer avant, si le temps est bon. Et en plus, à Valoris, ici, là, tu peux semer avant. Ici, moi, je peux semer 15 avril, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, à la limite, on peut faire un semis, ce qu'on appelle les semis kamikazes. On fait un semis, et puis, s'il y a une gelée, ben, on refait un semis, hein, c'est pas dramatique. C'est possible aussi. Donc, on sème vers le avril-mai. On récolte. Fin avril, début mai, on va dire. Voilà. On récolte le maïs doux vers début août. Voilà, vers début août. 3 semaines après la floraison femelle. Voilà. On récolte les ébis bien secs vers le début octobre. Plutôt début octobre. Début octobre. Voilà. On les stocke bien. Alors, au niveau du stockage, hein, oui, alors stockage, oui. Alors ça, le classique, la tradition pour le stockage, c'était quand on épluche, quand on enlève les spattes du maïs, qui autrefois se faisait à la main au cours de veillée. Bon, on laisse 3 spattes là. On laisse 3 spattes. Pour faire le petit... Pour pouvoir les accrocher. Voilà. On peut les accrocher comme ça, on peut faire des tresses, on peut les accrocher deux par deux. On les accroche en l'air, c'est et on les suspend. La raison principale, c'est les rongeurs. Hein. Voilà, les rongeurs, et puis c'est un très bon séchage. Voilà. On peut ramasser même si c'est pas tout à fait sec, et ils finissent de sécher dans la cuisine. Alors l'inconvénient du séchage comme ça, c'est que si on a des mythes ou des choses comme ça, c'est un carnage. Non, pas en hiver. Ah ouais? Parce que moi il m'arrivait de mal stocker du maïs, et j'ai eu, alors c'était bouffé, j'ai eu de la farine toute faite. Hein. Non, tu le récoltes à l'automne, et tu le laisses suspendu en hiver, il se passera rien. Ouais. Mais, si tu le laisses l'été suivant, voilà. Tu as des insectes qui ont déjà pondu dedans, qui vont sortir, tu vas avoir des hallucides qui vont... Voilà, c'est une horreur. Bon, donc, il y a 2 solutions. Si tu veux les garder, si tu veux éviter qu'il y ait des levées de ces bestioles, congélateur. Alors ça, c'est contre-intuitif parce que c'est une plante tropicale. On se dit, si je la mets au congélateur, ça va être un carnage, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Si c'est bien sec. Si c'est bien sec, voilà. En plus, on préserve la germination. Nous, on a dans les conservations des populations, on fait une conservation à court terme dans des chambres froides qui sont entre 5 et 10 degrés, et on fait une conservation à long terme en congélateur à moins 20. Ah ouais. Et 50 ans après, tu as du maïs qui germe encore. Et oui, et puis alors les graines qui ont été stockées au froid, dès qu'on les met à la chaleur, elles redémarrent. Je sais pas, enfin, elles germent toujours, elles germent. Je te dis pas, elles font pas des choses extraordinaires, elles germent. Et donc, n'hésitez pas à mettre votre maïs, si vous voulez le conserver à déco par exemple,
mettez-le au congélateur quelques jours. Ouais. Déjà, ça va tuer. Ah S'il y a des œufs dedans d'insectes, ça va les tuer. Ouais. Et ils vont moins avoir de problèmes de conservation. Voilà, donc n'hésitez pas à faire du semis et puis à déguster le maïs sous toutes ses formes. Buvez du maïs, mangez Buvez du maïs, faites de la pollen de maïs, c'est très très bon. Je vous remercie beaucoup. Mais merci à toi. Et puis je rappelle que pour ceux qui ont envie d'en savoir encore plus sur le maïs, on avait fait une première vidéo qui s'appelait La fabuleuse histoire du maïs, qui est très sympathique. Oui. On avait fait une autre vidéo sur les hybrides FM, etc. Et donc une autre vidéo aussi sur la culture voilà. qu'on peut voir. Et il suffit d'aller sur le site pro-maïs.org et vous aurez toute cette information. Voilà. Et en plus, vous pourrez commander, choisir des semences gratos, qui est toujours sympa. Merci Jean, merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, Jean pourra certainement répondre sur YouTube. Posez des petites questions en commentaire. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour vous retrouver très vite. À bientôt. Bye bye. Au revoir.